On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a quelques jours, on a commémoré le 30e anniversaire du drame de Polytechnique, où ça nous fait penser, bien sûr, comme société, qu'il y a, bien sûr, des victimes, des femmes, entre autres, victimes de violences. Des organismes de la région, dédiés aux femmes notamment, se sont regroupés pour poser 12 actions pour contrer la violence envers les femmes. Mais d'abord, on parle du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu qui tient un projet pilote avec le CAVAC de la Montérégie pour soutenir justement les victimes d'actes criminels. Il y a quelques jours à peine, oui, le Québec se souvenait d'un terrible événement, celui du 6 décembre, le drame de Polytechnique à Montréal. Ça fait 30 ans, mais on a un devoir de mémoire et on se doit de s'en rappeler, évidemment, à chaque année. On parle beaucoup de violence faites aux femmes, entre autres, et on doit retenir des leçons de tout ça et voir comment on peut améliorer les processus. Ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le service de police avec le CAVAC de la Montérégie tente un peu un projet pilote pour mieux épauler les victimes et, entre autres, oui, les femmes. Trois invités pour en parler. D'abord, le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Fortier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maître Catherine Cartier, qui est directrice générale du CAVAC de la Montérégie. Bonsoir. Bonsoir. De même que Jacinthe Bélan, qui est intervenante au CAVAC de la Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Expliquez-nous un peu, donc, dans quel contexte ce projet pilote, cette espèce de collaboration entre la police et le CAVAC a pris naissance. Bien, disons que c'était un projet que je connaissais déjà parce que j'avais vu implanter un projet semblable à Montréal au moment où j'étais là-bas. Et on sait que déjà, j'avais déjà pu valider et vérifier les effets bénéfiques à ce niveau-là. Donc déjà, en mars 2015, dans une optique d'améliorer le service, mieux outiller et informer nos victimes, j'avais approché le CAVAC de la Montérégie puisque j'ai un de mes collègues qui participait déjà au CA à ce moment-là du CAVAC, un collègue de Longueuil qui m'en avait parlé. Donc, de là, les premières orientations. Projet pilote, mars 2015, rendu permanent officiellement en mars 2017. Et depuis ce temps-là, ça fonctionne très bien. Bon. Quelqu'un qui, peut-être heureusement dans sa vie, n'a pas été victime, connaît peut-être peu ou pas le CAVAC. Par contre, si vous avez déjà peut-être porté plainte dans votre vie, vous savez peut-être un peu plus c'est quoi. Peut-être nous exprimer rapidement un peu ce qu'est le CAVAC. Bon, le CAVAC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, premièrement. En fait, il y a 17 CAVAC au Québec, dans chaque région administrative, dont le CAVAC de la Montérégie. Il faut savoir aussi qu'il y a 14 points de service au CAVAC de la Montérégie sur le territoire. C'est quand même plusieurs portes où on peut aller frapper. Au fond, le centre d'aide, on a plusieurs intervenantes. On a une trentaine d'intervenantes en Montérégie et qui sont dans différents postes de police et dans tous les palais de justice aussi. Et les principaux services consistent à donner du soutien à la personne victime qu'elle ait porté plainte ou non. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Elle peut venir nous voir, on va l'aider avec, dans le fond, Jacinthe pourra en parler davantage, mais du soutien psychologique, du soutien psychosocial, au fond. On peut l'accompagner à la cour, on va l'aider souvent à remplir les documents comme IVAC pour la SAC et tout, parce que c'est pas toujours évident de remplir ça quand on est dans cet état-là. Et donc, dans un territoire comme la Montérégie, bon, oui, c'est vrai, il y a la Sûreté du Québec, mais il y a des corps municipaux quand même assez importants, agglomération de Longueuil, Roussillon, Richelieu-Saint-Laurent, Saint-Jean-sur-Richelieu, pour nommer ceux-ci. Donc, c'est quand même des gros services de police. Donc, vous avez déjà une collaboration avec les services de police. Absolument. Mais en quoi le projet pilote, dans le fond, vient-il en ajouter une couche, si on veut? En fait, c'est pas tant qu'il vient en ajouter une couche, comme Jacinthe était à 3 jours semaine à Saint-Jean et maintenant elle est à 5 jours semaine. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les besoins sont grands. Et au départ, son poste était entre 2 jours à Roussillon, 3 jours à Saint-Jean. Maintenant, c'est 5 jours à Saint-Jean. Et les besoins sont énormes. En fait, c'est qu'au départ, c'est des projets qu'on appelle les projets de référence policière. Ça a commencé il y a environ 5 ans à Montérégie. Ça existait déjà à Montréal. Mais au départ, il y avait un ratio. Là. Il devait y avoir tant de personnes victimes pour un poste. Mais on s'aperçoit que on ne peut pas faire uniquement non plus des appels téléphoniques. On rencontre les gens. Ça demande plus de temps. On veut vraiment être là pour les besoins des victimes. Pour vous, c'est quoi la différence d'être là 5 jours par semaine à Saint-Jean? Qu'est-ce que vous sentez que ça change dans les faits? En fait, c'est quand on a commencé en référence policière, le projet était basé sur ce qui s'était fait au niveau de la Sûreté du Québec,
où nos collègues recevaient l'ensemble des rapports d'événements, faisaient un premier contact et référaient. Et quand on a commencé à travailler dans les sûretés municipales, on s'est aperçu qu'on était sollicité, les policiers venaient nous chercher parfois lorsqu'il y avait des entrevues vidéo, par exemple avec des enfants. Je vais rencontrer le parent pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, pour normaliser un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, on est sollicité pour rencontrer les victimes qui se présentent au poste de police et on a des suivis. Donc, ça amène au niveau du volume, on rencontre beaucoup plus de personnes que ce qui était prévu à la base. Et en étant là à temps plein plutôt qu'à 3 jours, maintenant, je suis capable de traiter l'ensemble des rapports d'événements et des cartes d'appel où il y a un crime contre la personne. Bon. En introduction, bon, je faisais référence au drame de Polytechnique parce qu'en quelque part, quand on s'est vu il y a quelques semaines pour votre bilan annuel, vous aviez dit, depuis la mise en place un peu du mouvement MeToo, tous les corps de police ressentent une recrudescence du nombre de plaignants et, dans certains cas, évidemment, beaucoup de plaignantes, des cas d'agression, etc., etc. Donc, le fait d'avoir une présence plus accrue de la CAVAC, donc dans les murs du service de police, ça doit être, en quelque part, un peu sécurisant, peut-être pour vos propres enquêteurs qui savent que, bon, quand quelqu'un se présente à eux pour déposer une plainte, bien, moi, il y a quelqu'un qui peut prendre un peu le relais pour aider ces gens-là. C'est définitivement aidant. Mais l'objectif premier, c'est de venir en aide aux victimes de toutes sortes. Crimes contre la personne d'abord et avant tout, mais même crimes contre la propriété. Puisque lorsque un crime survient, souvent, comme victime, il y a un effet de choc post-traumatique ou de questions. Tu te poses de nombreuses questions. Donc, c'est pour venir d'abord et avant tout informer, supporter, échanger, guider. Et oui, le fait que Jacinthe est dans les bureaux, elle est en contact régulièrement. Et nous, après avoir signé les protocoles d'intervention, on a ouvert tout grand les livres de sorte que Jacinthe a directement l'information que les policiers ont consignée dans les rapports d'événements. Depuis quelque temps, elle consulte même les cartes d'appel au cas où il y a eu une autre personne à contacter à ce niveau-là. Donc, c'est grandement facilitant, comme elle le disait si bien il y a quelques minutes. Même lorsqu'il y a une victime qui est au poste, qu'on voit qu'elle a un besoin, on la réfère tout de suite. Bon. Il y a souvent, après le geste de porter plainte à la police, de signer la déclaration, puis tout ce qui vient avec, c'est quand même un processus. L'autre qui suit, évidemment, c'est le processus judiciaire. Exact. Et ça, là-dedans, évidemment, le CAVAC accompagne les gens, puis c'est parfois lourd, c'est compliqué, c'est long, c'est pénible parfois. Comment on les accompagne face au processus judiciaire? Bien, c'est ça. Selon moi, le processus judiciaire, il commence aussi à la police, mais en fait, on les accompagne. D'abord, c'est volontaire. Hein. Les personnes ne veulent pas toujours être accompagnées, mais quand elles le veulent, nous allons avec elles soit leur dire comment ça va se passer le processus judiciaire. On va démystifier ce qui se passe parce que c'est, comme vous le dites, c'est complexe et ça fait peur. Mais nous-mêmes qui connaissons quand même le système, on trouve ça un petit peu rébarbatif. Donc, on va les accompagner soit dans la salle de cours, soit être là dans nos bureaux, parce qu'on a des bureaux aussi dans les palais de justice. Donc, si ces personnes, on ne sera pas nécessairement toujours assis avec la personne dans la salle de cours, mais elle le sait qu'on est là, si elle a besoin. Si ça peut arriver qu'elle se désorganise parce qu'elle se sent complètement révoltée ou stressée. C'est ça l'accompagnement judiciaire, au fond. Et c'est aussi de l'appeler à chaque date de cours. Là, on va lui dire, bien, c'est l'enquête préliminaire, par exemple. C'est le procès à telle date. Si vous voulez venir nous voir, on va vous préparer, on va vous aider, parce qu'on peut préparer pour le témoignage. Est-ce que mon agresseur va être dans la salle? Est-ce que je vais le voir? Comment ça va se passer? Comment je vais me faire questionner par le procureur de la défense? Et ainsi de suite. On va beaucoup les aider pour la préparation au témoignage. Mais la préparation, c'est vraiment à développer des habiletés à témoigner et non... Est-ce que, quand les gens donc arrivent dans votre bureau comme intervenante, je ne sais pas, tu sais, dans la vie, je disais tantôt, on nous met le chapeau de victime, là. Tu sais, c'est un peu ça, hein? Comment les gens se comportent-ils ou comment ils ressentent ça, de se dire, bon, bien là c'est moi qui ai le chapeau de victime maintenant, là? En fait, il n'y a pas personne qui réagit de la même façon, ça, peu importe la situation. Là, mon rôle en référence policière est vraiment de faire un premier contact, oui, pour informer des services, oui, pour informer de ce qui s'en vient, mais surtout, d'abord et avant tout, pour voir comment va la personne. Ouais. Parce que plus on intervient rapidement, plus on normalise rapidement ce que la personne elle est en train de vivre, parce qu'elle s'identifie victime ou non, ça se peut qu'il y a des choses qui ont changé et qu'elle n'associera pas nécessairement à ce qui vient de se passer. Elle sait qu'elle a changé, elle se questionne, est-ce que c'est normal, ce que je suis en train de vivre? Donc, quand moi, je fais le premier contact, de m'assurer comment elle va et d'explorer un petit peu qu'est-ce qui a changé pour vous
Ah là, les gens, parfois, vont faire un lien. Ah ben oui, c'est vrai que depuis que c'est arrivé, je dors plus, je fais des cauchemars, j'ai perdu l'appétit, j'ai de la difficulté à me concentrer. Ouais. Il y a toujours un stress, je veux dire, quand on est victime de quelque chose, puis que là, on attend un peu, puis qu'ultimement, on embarque dans le processus avec la police, il y a un stress, là. Je veux dire, quand les gens arrivent chez vous, là, c'est pas parce que ça va super bien, on s'entend, là. Pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un qui vient de vivre quelque chose. Déjà, c'est traumatisant au départ. Sans que sa sécurité est menacée. La sécurité est menacée, le questionnement, violation des droits, souvent. Dans certains cas, ça peut même aller en harcèlement. Donc, c'est des gestes répétitifs. Donc, souvent, la personne devient vulnérable. Mais devant le processus judiciaire, souvent, c'est la méconnaissance qui inquiète, qui fait peur. Alors, donc, un autre élément que le CAVAC ou Jacinthe partage, dédramatise, démystifie cette démarche-là pour faciliter le cheminement de la personne à l'intérieur du système de justice. Ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Est-ce que ce projet-là va nous amener ailleurs? Est-ce que ça génère des idées du côté du CAVAC? Bien, pour l'instant, on a tellement... Malheureusement, il y a beaucoup de clientèle, donc on maintient les services qu'on a, mais on en développe toujours. Comme en ce moment, on veut à Saint-Jean, je vais parler avec les procureurs éventuellement, mais on veut développer un projet qui s'appelle le projet Enfants témoins, qui a été développé par le CAVAC Outaouais. Et on est en train de l'implanter partout en Montérégie. Ça, c'est une belle perspective. Et je commence avec le point de service de Saint-Jean. Donc, c'est vraiment un beau programme avec développer les compétences des enfants à témoigner, sans jamais parler des faits de la cause. C'est vraiment leur développer comment faire face, on le sait bien, en contre-interrogatoire, ce qui est le plus difficile. Donc, ce programme-là, il s'applique aux enfants, mais quant à moi, il pourrait s'appliquer aux victimes d'agressions sexuelles, aux victimes en général. C'est la façon d'aider à témoigner, c'est ça le plus difficile. À vous trois, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, 3 organismes de la région se joignent ensemble, donc dans les derniers jours, pour proposer les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Vaudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de natation. Oui, avec une championne du monde et une championne paralympique, Aurélie Rivard, qui est avec nous. C'est pas une grande fan de foot, mais les pattes sont perdues. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Québec a célébré un triste anniversaire le 6 décembre dernier, le fameux drame de Polytechnique, mais c'est aussi un devoir de mémoire collective. Et il y a des organismes du milieu, évidemment, qui ont saisi un peu cette occasion pour faire un peu de pédagogie et de rappeler, évidemment, que la violence faite aux femmes est bien sûr inacceptable. 3 de nos invités, on vous les présente à l'instant, vont nous parler des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Ça s'est tenu du 25 novembre jusqu'au 6 décembre dernier. 3 invités. D'abord, Joëlle Thérien, qui est agent de communication et de mobilisation au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonsoir. Accompagnée de Nancy Patrick, qui est intervenante auprès des femmes à la Maison INA. Bonsoir. Bonsoir. De même que Patricia Gladu, qui est intervenante au CIVAS, l'Expression libre du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu dans quel contexte, on comprend le contexte, mais dans quelle idée les 3 organismes ont décidé un peu de faire front commun à l'occasion de ce triste anniversaire cette année? En fait, il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu dans le milieu. Puis, on a voulu le rassembler un peu pour mettre la lumière sur ce qui s'était passé là, dans le Haut-Richelieu. Il y a beaucoup d'actions qui ont été portées par le comité violence conjugale, familiale. Sexuelle. C'est ça, là, dont Nancy est membre. Le Centre de femmes est membre, mais puis le CIVAS le CIVAS aussi est membre.
Bon. Et là, donc, vous avez déterminé un peu de poser des actions. Donc, quelles ont été ces fameuses 12 actions que vous avez posées là, dans les derniers jours? Bien, directement, le lundi, le 25 novembre, a commencé vraiment la journée montérégienne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Puis ça, c'était vraiment organisé par le CIS Montérégie. Fait que ça a été toutes les tables en violence de la Montérégie ont créé un comité dont le comité violence de Saint-Jean faisait partie. Et puis, cette journée-là a été créée pour ça. Fait qu'on parle de différents acteurs. On était comme 250, là. Fait que différentes personnes de différentes organisations qui étaient là, vraiment dans le but par le biais de conférenciers, par le biais d'ateliers, vraiment pour réfléchir sur les violences faites aux femmes. Puis c'est sûr que bien, il en sort qu'on est encore dans des discours antiféministes, puis il faut vraiment continuer cette lutte-là contre le féminisme là, à cet égard-là. À quoi on peut attribuer, vous dites qu'il y a encore ce genre de phénomène-là qui existe, de discours. À quoi on peut attribuer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est en 2019, bientôt 2020, puis on est encore là-dedans, là? T'sais, tout vient vraiment de la société. Là, on parle d'une société patriarcale. T'sais, oui, les femmes ont acquis certaines choses, mais on est constamment en train de se battre pour continuer de garder ces acquis-là. Tu sais, qu'on parle de l'avortement qui est constamment remis sur le tapis de faut l'enlever, etc., etc. Fait qu'on est constamment en train de se battre là-dedans. Je sais que personnellement, avec les maisons d'hébergement, on est beaucoup en train de lutter contre le financement. Bien, pour le financement, en fait, pas contre, mais pour le financement, parce que, bien, on a de la misère, on est à bout de souffle, on a vraiment des difficultés. Puis, oui, c'est les maisons, mais c'est aussi tous les organismes communautaires, là. Bon. Qu'est-ce qui vous parle, vous, dans tout ça? Bon, là, évidemment, c'est un triste anniversaire, on le souligne, mais qu'est-ce que ça vient vous chercher? Qu'est-ce que ça vous parle de votre côté? Oui. Moi, je suis représentante du CIVAS L'Expression libre. C'est le centre d'intervention pour les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles sur le territoire. Donc, ce qu'on souhaite, c'est aussi, par le biais d'activités en lien avec le réseau, mais aussi en lien avec la population, faire circuler de l'information, faire de la sensibilisation. Parce que des fois, les gens ne se sentent pas appuyés ou interpellés à l'intérieur des démarches plus grandes face à des mouvements comme la violence. C'est un peu ça aussi, ce qu'on a représenté à l'intérieur des 12 jours d'action contre la violence, c'est des petits symboles. Vous pouvez voir, on a tous un petit ruban. Il y a une des actions qu'on a portées qui a été une distribution de rubans de sensibilisation qu'on a faite au CLSC Vallée du Haut-Richelieu. Donc, à ce moment-là, c'est plusieurs partenaires, dont les 3 organismes qu'on représente. Il y avait également le service de police qui était présent, des organisateurs du niveau communautaire du CLSC qui étaient avec nous. Puis notre but, c'était de remettre des rubans. T'sais, le symbole de ce ruban-là, c'était en 1991 qui a été créé, et c'est un groupe d'hommes qui ont créé la campagne du ruban blanc pour sensibiliser. Puis par des gestes comme ça, ce qu'on veut démontrer aussi, c'est que individuellement puis collectivement, on peut changer les choses. De démontrer que de la violence envers les enfants, la violence envers les femmes, les filles, c'est intolérable, mais ça peut faire partie de notre quotidien, de monsieur, madame, tout le monde également. Pour avoir réalisé quelques entrevues, soit avec le service de police ou même avec vos collègues de la Maison INA, on dit entre autres que le mouvement MeToo avait amené peut-être davantage de femmes à dénoncer. En tout cas, on le voit dans les statistiques policières et peut-être même chez vous à la Maison INA aussi. Est-ce que de votre côté, vous ressentez effectivement que les femmes sont peut-être plus enclines à dénoncer aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a tout un lien avec la dénonciation policière, le service de justice. Ce qu'on voit également, c'est le dévoilement. Donc oui, il y a peut-être plus de personnes qui sortent au niveau du dévoilement, de se permettre de nommer qui ont été victimes, d'aller chercher de l'aide, d'aller vers les ressources. Quand on fait référence à MeToo, bien, nous, c'est des grosses périodes où par la suite, on avait plus d'appels, où les gens se permettaient plus de dire, bien, avec ce que j'ai entendu, avec ce qu'on explique du consentement, je m'aperçois que j'en ai vécu des situations d'agression sexuelle à l'intérieur de mes relations. Bon. Il y a un volet de sensibilisation, d'éducation, de pédagogie dans tout ça, dans les formations ou dans les rencontres que vous tenez au Centre de femmes. Est-ce qu'on essaie parce que le féminisme d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, donc il est de son temps, là.
Mais comment on arrive à communiquer un peu ou à sensibiliser les femmes d'aujourd'hui face à cette réalité-là? En fait, nous, notre démarche au Centre de femmes, c'est vraiment de s'inspirer du vécu des femmes pour ensuite poser des gestes, poser des actions. Puis, dans nos activités, par exemple, on a eu un café-rencontre en collaboration avec la Maison INA qui a eu lieu à Mont-Saint-Grégoire. Donc, on s'est déplacé à Mont-Saint-Grégoire pour aller rencontrer là, les femmes de la région pour parler de violences en général, mais plus précisément de violences conjugales. Donc, lors du café-rencontre, il y a eu de l'intervention aussi qui s'est faite en direct, là, qui s'est fait live auprès des femmes qui ressentaient le besoin là, de parler des violences qu'elles ont vécues. Donc, on s'inspire vraiment du vécu des femmes là, pour faire nos démarches. Bon, quand il y a eu évidemment le drame en 89, moi j'étais jeune journaliste. Moi, je n'ai pas été appelé sur place, mais évidemment, je m'en rappelle, c'est dans ma mémoire active. Mais j'ai 49 ans bientôt. Je me mets dans la peau d'une jeune fille là, aujourd'hui de 23, 25, 28 ans, évidemment qui a entendu parler de l'événement, mais qui ne l'a pas vécu comme les gens ont regardé l'actualité cette journée-là. Est-ce que les jeunes filles, est-ce que les femmes de nos nouvelles générations sont sensibilisées à ce phénomène-là de l'existence de la violence faite aux femmes? Comment elles la voient? Est-ce que vous avez un peu ce discours-là de la part des jeunes femmes aujourd'hui? C'est sûr que quand il arrive des événements comme ça, non, ils ne l'ont pas vécu, mais tu sais, vu qu'ils sont vraiment dans un côté féministe, bien, ils vont être aussi désolés, tu sais, de qu'est-ce qui s'est passé. Par rapport à des événements comme ça, ou que ce soit n'importe où sur la planète là, ou dans le monde. Fait qu'on est vraiment dans une ère que, oui, les plus jeunes féministes vont être un peu différentes de qu'est-ce que, mettons, moi, je vais être. Mais effectivement, c'est pas la même réalité. Du monde, je veux dire, évidemment, il n'y a personne ici qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Non. Mais quand je parlais tantôt de devoir de mémoire, évidemment, à chaque année, on doit se rappeler que ça a déjà existé. Là. C'est un peu le même principe. Il y a eu un événement il y a 30 ans au Québec, évidemment, où quelqu'un s'est attaqué directement aux femmes. Puis la violence faite aux femmes ou la violence en général, évidemment, il faut quand même s'entendre qu'on peut faire de la sensibilisation, mais il y aura toujours, on devra toujours répéter ce même message-là. Même si on se dit, est-ce qu'on le répète, est-ce que ça change quelque chose en bout de ligne, on n'a pas le choix de le répéter pareil. Mais c'est ça. Exactement. Puis et on ça souhaite. Dans le fait d'en parler, ça aide les victimes aussi à se confier, à aller chercher de l'aide. Que si on se mettait là, la tête en dessous du sable puis qu'on n'en parlait pas en se disant que ça n'existe pas, malheureusement, là, peut-être que ça ferait juste exacerber. Si d'un côté on dit que ça n'existe pas, ou si même d'un côté on se dit que ça existe, mais ça ne changera pas. C'est-à-dire les sociétés n'avancent pas si on pense comme ça. Là. Exactement. Puis il y a plein d'acteurs qui peuvent jouer un rôle, là, qui peuvent changer vraiment là, la vie des femmes ou la vie plus globalement des personnes là, qui sont victimes de violences. Quelles ont été les réactions des gens que vous avez rencontrés dans ces 12 journées, madame? Les réactions, bien, c'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses. Entre autres, la journée, justement, montérégienne a terminé avec Ingrid Falaise, qu'on voit avec la série Le Monstre et les livres aussi. Ça a été très touchant. Les gens qui ont été là, ils ont vraiment apprécié, la journée, mais aussi ce témoignage-là. C'est sûr que pour nous, c'est des témoignages qu'on peut entendre sensiblement, peut-être pas chaque jour, mais quand même souvent. Tandis que pour certaines personnes, bien, il y avait vraiment comme une vraie victime qui était en phase 2. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis on a fait aussi avec le comité violence, on a organisé un 5 à 7 dans le but de donner des bourses monétaires vraiment à 8 organismes de la région pour leur dire, bien, bravo, vous faites une petite différence à votre manière pour la prévention, la sensibilisation de la violence ou des relations saines. Fait que, tu sais, ça, c'était plaisant de voir vraiment comme cette joie-là là, dans leur... Souvent, les films permettent justement cette réflexion puis d'entretenir un peu la mémoire. Des références au film Le Monstre, entre autres, que j'ai regardé, ou même, là, je sais qu'il va y avoir la deuxième série de La Fugueuse. Mais encore là, La Fugueuse aussi, ça a démontré un pan. Les gens savaient que ça existait, mais je trouve que cette série-là a réussi vraiment à démontrer, en tout cas pour des parents qui ont peut-être de jeunes adolescentes, que c'est un phénomène qui existe. Là.
Puis c'est représentatif aussi que souvent, dans des contextes comme ceux-là, on va avoir des vagues de gens qui vont venir chercher de l'aide, qui vont se permettre de dire « Bien oui, je me suis reconnue à l'intérieur de ça », ou il y a une amie qui vit quelque chose qui est similaire à ça. Donc, c'est par le biais, autant quand on parle de films, qu'on parle d'émissions, c'est par le biais aussi des nouvelles technologies qu'on se permet des fois d'aller chercher un petit peu plus d'informations puis de rattacher les gens face à concrètement la violence, c'est quoi? Tu sais, tantôt, vous faisiez le lien avec les anciennes générations, les nouvelles générations face à des mouvements sociaux. Bien, c'est aussi ça. De dire, bien, la nouvelle technologie, ça a amené des nouvelles types de violences. L'exploitation sexuelle se vit autrement ou autre. Donc, comment, concrètement, les gens peuvent mieux comprendre? Bien, on a plein de petites portes à ce moment-là pour aller les chercher à l'intérieur de ça. Tu sais, c'est comme... Il y a 30-40 ans, on pouvait conduire l'auto avec une bouteille de bière entre les jambes, on trouvait ça sympathique. Aujourd'hui, on dit c'est épouvantable. On conduisait l'auto, pas de ceinture de sécurité ou cellulaire à la main. Aujourd'hui, on trouve ça épouvantable. Donc, je me dis qu'à force d'en parler, c'est la même chose. Si on est témoin dans nos vies, nos familles, nos amis, on se rend compte qu'une jeune fille est peut-être sous l'égide d'une exploitation sexuelle ou une femme, visiblement, n'est pas super bien entourée ou visiblement, elle a peut-être eu quelques coups récemment. Donc, je pense que les entourages ont aussi des responsabilités d'entourer ou de dénoncer ou d'aider ces personnes-là. Oui, puis des fois, c'est un rôle difficile à jouer pour l'entourage parce que on voudrait que la personne aille chercher de l'aide, on voudrait qu'elle se mette en action, mais la personne, peut-être qu'elle est tout simplement pas prête, qu'elle va aller chercher de l'aide, elle va faire un signalement à la police exactement quand elle va être prête. Donc, c'est aussi ça qui peut être difficile pour un membre de l'entourage, mais il y a tout plein de ressources dans le milieu qui existent pour aider. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Parlons du marché de Noël du Vieux-Saint-Jean. Le week-end dernier, c'était le premier week-end, mais il reste encore un autre week-end, le week-end prochain, 13, 14, 15 décembre. Allez faire un tour, bien sûr, à la place du marché. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville et l'émission porte le nom de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous la manquez, elle se retrouve également sur notre site Internet. Et il y a bien sûr, toujours en direct, le dimanche matin à 9h30, 4 000 $ en jeu pour le Télébingo, ici même, à la télévision du Richelieu. À demain. Bye-bye.